Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui nous sommes avec Fabien et j'avais envie de faire une intro comme ça. Voilà, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas hein. La cellule s'adresse au marché des auditeurs, auditrices. Des 2-3 ans. On vous exploite, on vous spolie. Ah non, puis on va recommencer là. Allez, fais une intro normale. Ok. Allez, jingle. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui Fabien Hitfeld. Bonjour. Salut. Nous sommes également avec Vivien Féasson. Vivien Féasson, ça va? Oui, il est tôt. Il est tôt. Justement, il est tôt. Et Valentin Pour tester. Valentin viendra nous rejoindre après. Ouais, il replie encore, le pauvre. D'accord, ok. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour tester un jeu qui s'appelle... La clé du nuage ou l'envol des oiseaux de pierre. D'accord. Un Il jeu a de rôle. deux titres, le jeu, quoi. Non, ça s'appelle La clé du nuage ou l'envol des oiseaux de pierre. D'accord. Pierre le prénom ou... Un Pierre, jeu de c'est son prénom Un ou- jeu de rôle symboliste pour deux, donc par KF Félix des courants alternatifs, Félix. il m'a fait la démonstration, on y a joué ensemble, et ensuite il m'a envoyé donc la version de travail .04 appelée version ineffable, et on va y jouer avec Vivien. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un jeu pour deux personnes. Exactement. Et par contre, Valentin, lui, a eu déjà l'occasion de jouer à ce jeu, de participer. Et il connaît éventuellement mieux sur- aussi les présupposés théoriques du jeu de rôle en performance, donc liés à l'article de Génie et de Félix, justement, Enfin, les deux articles. Et donc, il viendra nous aider à débriefer, discuter de la partie après. Ce qui sera aussi l'occasion de parler justement de cette Voilà. pratique du jeu en performance. Exactement. Alors, la clé du nuage ou l'envol des oiseaux de pierre, moi, il m'intéresse aussi parce que c'est un jeu qui a l'ambition de dépasser Sphinx. Alors, c'est pas marqué dans cette version et je le regrette, mais dans une autre version, il disait ouais. Faut lui péter la gueule à Non, Sphinx. il le disait pas comme ça, mais il disait le jeu est mal foutu, moi ça me plaît pas, mais il y a une idée fondamentale de l'exploration des ruines qui me plaît bien et donc que je veux à nouveau explorer. D'accord, ouais. La clé des nuages est aussi un Pico Games au départ. D'accord. C'est quoi un Pico Games, rapidement? Tu peux nous expliquer? C'est C'est un jeu en quelques lignes. Un jeu en Ouais. quelques lignes, voilà, c'est ça. Qui est une pratique qui se fait beaucoup sur Il y a- les en courants fait, alternatifs en ce moment. Je crois que, alors si mes souvenirs sont bons, il y a une histoire de Nano Games qui a été, Ah, ce sont les jeux en une page, voilà, si on veut, et donc les Pico Games, ce seraient des jeux encore plus minimalistes que les minimalistes, C'est c'est-à-dire ça, encore plus, en quelques lignes, un quelques commentaire- aphorismes, on un pourrait commentaire de la cellule, voilà, c'est Ouais, ça. Tu peux déposer ton Pico Games. dire. Tu peux déposer dans Pico Games. Très bien. Alors est-ce que tu pourrais nous parler? Alors, dans la clé des nuages ou l'envol La des clé oiseaux de des pierre, on va sans doute jouer deux parties. La première devant durer moins de 45 minutes, si possible. Ça, c'est ce qu'il conseille pour démarrer. Attends. Donc le jeu a deux titres et en plus on fait deux parties pour faire une partie du jeu. Alors, pour découvrir le jeu, la première fois, il recommande de jouer deux parties. C'est génial ça. J'adore ce Sans trip. doute pour inverser les rôles. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais découvert. aussi. J'adore ce trip. Donc, il y a une personne qui est image et l'autre qui est mage. Mage raconte, donc joue un sorcier, un mage qui explore des ruines D'accord, ouais. et alors qui a une quête. Et cette quête, il est le seul à la connaître. C'est-à-dire qu'il ne le donne pas à image. D'accord. Donc je donne des exemples de quêtes qui sont données dans les règles. Ramener un proche à la vie, trouver le dernier dragon, accomplir son deuil, devenir libre, trouver Dieu, recouvrer la mémoire, acquérir un grand pouvoir. Moi j'avais joué une fois, c'était... Ok, c'est pas un objectif genre trouver les pattes au fond du placard, couloir. non. Ouais, c'est ça. Moi c'est j'avais un joué objectif, un objectif, c'était devenir immortel. Voilà, d'accord. C'est un objectif à long terme et plutôt Badass. badass. Et donc il y a deux objets, le mage possède deux objets supplémentaires qui sont l'artefact et le talisman. Alors si je me souviens bien, l'artefact c'est la source de sa magie et le talisman c'est lié à sa quête. C'est ce qui lui rappelle qu'il doit avoir sa quête. Moi quand j'avais joué, pour vous donner une idée, mon artefact, mon talisman c'était une mèche de cheveux dans un médaillon d'une personne qui était morte pour me souvenir que nous allions tous mourir. Et l'artefact, c'était une tête coupée qui continuait à parler et puis qui était bourrée de magie et que j'utilisais pour lancer mes sorts. Ah, c'est génial.
Et donc, ce personnage-là arrive dans des ruines. Et alors, la boucle d'interaction de base, c'est Image demande à Mage qu'est-ce que tu t'attends à trouver dans genre, la prochaine pièce, le prochain. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver? Et ensuite, donc Mage répond. Et ensuite, Image décrit le lieu à partir de ça. Et en introduisant en plus ce qu'on appelle des clés, qui sont des symboles, puisque Félix est très intéressé par la notion de symbole, qui effectivement était aussi une idée qui était un peu derrière Sphinx. Et petit à petit, donc, il choisit 2 clés au départ, et au final, il y en aura 3. Et petit à petit, donc, on fait des allers-retours. Et Image amène des énigmes pour lesquelles il n'y a pas de solution évidente. Enfin, si je joue Image, j'ai pas besoin de penser à des Oui, à des résolutions. Ouais. Et Mage raconte comment. De façon à se laisser la liberté de décrire n'importe quelle solution possible. Exactement. Et Mage raconte comment il décrit il avance, quoi. Donc tu te retrouves devant une porte fermée, tu te retrouves devant un texte cryptique, tu te retrouves devant un golem de fer. Tu peux imaginer tout ce que tu veux, quoi. Et puis Mage raconte comment il surmonte et donc il avance petit à petit. Et au bout d'un moment, Mage annonce que c'est sa dernière. Il est arrivé au bout de sa quête. Une idée qui est très forte dans le jeu en performance, c'est la résistance est mon exigence. C'est-à-dire que contrairement à une approche plus jeu de rôle, système d'osmateur, façon Frédéric Synthèse, dans lequel il y a cette idée de résistance asymétrique, c'est-à-dire qu'on essaie il y a un certain rapport de force entre guillemets qui se pose. Là, c'est simplement la personne qui joue qui se pose. C'est propre. La résistance est dans les. Est proportionnelle à plus tu as envie de faire quelque chose de beau, plus tu te laisses le temps de faire quelque chose de beau. On se fixe soi-même ses propres limites et ses propres. Voilà, c'est ça. Ses propres exigences. Donc ça remet, c'est évidemment une remise en cause assez profonde du principe de Shege, de pas mal de perspectives de The Forge. Oh, c'est cool. Voilà, et donc à la fin on a un petit questionnaire avec des questions à répondre du genre Mage, quelle était ta quête? Image, qu'est-ce que tu avais compris de la quête? Quel sens les clés revêtent-elles pour vous? Voilà. Donc on discute de la partie. Excellent. Vivien, alors ça te motive de jouer à ça? Ouais, écoute, on va voir. Hein. Ouais. Et tu abordes le jeu comment? En mode ça va être génial. Moi, je sais que on m'en a T'as pas mal déjà parlé. joué ou pas? Non, j'ai jamais joué, mais on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai que ça fait assez envie la façon dont les gens en parlent. D'accord. Ouais. Maintenant, a priori, c'est pas forcément foncièrement mon type de jeu. Je pense. L'idée de se fixer soi-même des limites, tout ça. Je pense que le jeu en performance, c'est aux antipodes un peu de ta pratique. Ouais, en tout cas de mes affinités, mais et de ma pratique, oui, mais voilà. De ce que je pourrais atteindre, on va dire, je suis pas sûr que ce serait vraiment. Mais on va voir. Écoute, ce que ça donne. C'est bien aussi ça de faire jouer quelqu'un qui est pas forcément. Tu vois, on essaie on essaie toutes les pratiques dans la mesure où on arrive à les comprendre, quoi. Ouais. Très bien. Eh ben c'est parti. Vous jouez, puis Valentin du coup viendra avec nous. On invoquera un Valentin après ça. Ça marche. Allez, allons voir ce Pierre. Alors, fin de la partie de. Alors, la clé des nuages ou l'envol des oiseaux de pierre. Non, mais j'aime bien donner les titres en entier, surtout quand ils sont longs comme ça. Je trouve qu'il y a un côté fluide. Valentin T nous a rejoint. Valentin, ça va la pêche? Super. Dans une superbe chemise violette, les auditeurs et auditrices manquent ça. C'est qu'il y a une chemise hawaïenne. C'est bien dommage. Donc, d'ailleurs, le titre, me semble-t-il. Valentin, tu m'avais dit que ça correspond aux 2 premières parties que Félix avait jouées, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Les 2 premières parties, leur titre, c'est La clé des nuages. Et la deuxième, L'envol des oiseaux de pierre. Fallait donner un titre. On l'a pas fait, Ah oui, vous avez pas donné. Faut donner un titre? Non, alors, il me semble pas. Il faut voir que là, j'ai été extrêmement surpris que vous soyez déjà revenu. Vous avez joué uniquement 52 minutes
C'est très très court. Une véritable performance, pardon. Alors là, le nombre de jeux de mots qu'on va pouvoir tirer là-dessus. Oui. Non, mais c'est vrai que. Peut-être falloir éviter parce que ça va être confusant après. Tu nous parleras un petit peu du jeu en performance, Valentin, ou finalement. Oui, rapidement, pour essayer de voir quel rapport il y a avec la clé des nuages en particulier, je pense. Est-ce que tu veux pas lui consacrer à cet article et ce mode de jeu, cette façon de jouer au jeu de rôle, un podcast entier? C'était ma question. Oui, je pense qu'on aura un gros podcast bien dense. Bien velu. Pour parler de cette notion-là. On a énormément de choses à dire, donc à mon avis, vaut mieux. Alors on va l'aborder dans le cadre du jeu, mais on voilà. en fera un podcast à part entière, Tout à fait, peut-être une autre fois. Très bien. Fabien, Vivien, votre ressenti sur ce jeu qui veut se lancer. Déjà, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle était la fiction? Qui a fait le mage et l'image? Alors, on a alterné. J'ai commencé par être l'image et Vivien le mage, et ensuite l'autre sens. D'accord, ouais. La première partie a été vraiment très rapide. Ah ouais. Je pense de l'ordre de 20 minutes, discussion comprise. Oui, Ce qui explique pourquoi. J'ai fait une chez-git. J'ai fait une chez-git. On m'a dit l'obstacle c'est celui que tu te fixes et résultat en 20 minutes j'ai tout réussi et ça c'est. Ah oui, d'accord. C'était beau quand même, cela dit. C'était mignon, mais c'était pas très satisfaisant, soyons honnêtes. Fabien m'a mis 2 obstacles. En gros, je jouais un mage qui avait du pouvoir sur les vents et dont la quête était de rejoindre les vents et qui rejoignait une tour immense. D'accord, ouais. Donc Fabien avait ajouté des arbres dans la tour. Il avait imaginé une tour gigantesque, y compris en largeur, quoi, une tour de Babel. Avec une ombre très très projetée, très grande. Et la pierre de la tour, c'était la même pierre magique que celle de ton pendentif. Voilà, c'est ça. Et au final, l'obstacle, on va dire principal, puisque ça a été court, donc il y a eu véritablement un seul obstacle, c'était que le fait que l'escalier lui-même était fait de marches tellement grandes que c'était des salles en elles-mêmes, quoi, et potentiellement mon mage pouvait y passer toute sa vie. Ouais. Sauf que du coup, comme c'était un mage de l'air, puisque son but c'était il a invoqué les vents, il s'est élevé sur la plateforme, et ensuite il a fait plus qu'un avec les vents, quoi, en gros. Et fin. Ouais, ok. Il y a quelques belles images quand même. Oui. Vraiment, l'arrivée, la plateforme à la fin était plongée dans une obscurité infinie. Il y avait des arbres tout rabougris autour. Ces espèces de gigantesques marches, étages, quoi, où dans chaque marche, tu aurais pu passer ta vie. Les jeux de symboles ont assez bien fonctionné quand même. C'est-à-dire, ok. Ça, c'est quelque chose dont je pense j'aimerais qu'on discute, l'usage des symboles. Donc, mais on va aller jusqu'au bout des fictions. Partie moyennement satisfaisante pour Vivien, cette première partie. On va peut-être d'abord débriefer cette première partie. Fabien, toi, ça vaut la peine qu'on débriefe les deux. Les deux, ouais, je pense que. Très bien. D'autant qu'on a déjà fait nous-mêmes un débrief, Vivien et moi, parce que parmi les jeu le demande. Parce que le jeu le demande en fait. À la fin, il y a une série de questions, de 7 questions, qui nous demandent voilà, qu'est-ce que vous en pensez, que ressentez-vous, est-ce que vous avez compris Ouais, est-ce que les symboles étaient puissants, pas puissants, enfin compris, pas compris. Est-ce que mage et image c'était difficile à jouer et tout. Voilà. Deuxième partie. La deuxième partie, moi je jouais un mage qui voulait cartographier la totalité de l'univers, du temps, et faire la carte absolue, quoi. C'est-à-dire tu me demandes n'importe quel objet, je peux te le retrouver partout. J'avais mon artefact, c'est que j'avais un tatouage sur le front, d'un œil ouvert, exactement inspiré exactement d'un des exemples du jeu. D'accord, ouais, ok. Et j'avais et mon talisman, c'était des encres que j'avais autour de la ceinture, des encres magiques, et puis un grand vélin roulé dans le dos façon manga, tu sais. Comme dans Naruto où voilà, ils ont des parchemins. Pour créer cette carte absolue. Et donc j'arrive dans une vallée avec une bibliothèque à ciel ouvert. Vivien avait choisi la sang et la rouille comme exemple. Sang et la rouille. Le sang et la rouille. Pas comme exemple, comme clé, pardon. Comme symbole. Clé, comme symbole principaux. Quoi. Plus l'œil, voilà. que j'ai repris donc de mon personnage. Parce qu'il y a toujours 3 clés, dont une qui est inspirée de l'artefact du personnage. D'accord.
On arrive, le premier obstacle était vraiment chouette et on y a passé 3 allers-retours, parce que donc il y a cette itération de qu'est-ce que tu t'attends à trouver là, tu trouves ça, je dépasse l'énigme comme ça. Voilà. Qui était une grande falaise, couleur rouille. Bah oui, sans surprise. L'argile, tout ça. Et donc je trouve un escalier souterrain. Finalement, l'escalier souterrain, il est obscur, il y a du sang qui l'inonde. J'entre dans le sang en priant, en touchant ton œil, en me rappelant que... Qui est donc ton artefact, c'est bien voilà. ça. La douleur est une illusion, tout ça, et donc j'entre dans le sang sans m'y noyer, sans me mettre ralenti. Et j'arrive finalement dans une salle en bas qui était destinée aux voyageurs, à accueillir les bêtes et tout, mais qui est fermée par une porte qui donne directement sur la vallée. Mais la porte elle-même... Tout ça, c'est toi qui le décris, Vivien, on est d'accord ? En fait, c'est toujours dans un aller-retour. C'est-à-dire, je dis à Vivien, je m'attends à trouver en bas... Oui, d'accord. Mais au terme, c'est quand même Vivien qui a l'autorité pour décrire. Si on veut vraiment donner un exemple concret, j'essaie de me souvenir comment ça s'est formulé. C'était donc Fabien a décrété qu'il y avait une trappe dans la falaise. Il l'a ouverte. Il m'a dit, je m'attends à trouver à l'intérieur de l'obscurité. Je lui ai dit, effectivement, il y a de l'obscurité, et tu commences à descendre dedans, et là, tu sens un liquide. C'est là, d'ailleurs, où on a eu un petit questionnement, dans le sens où qui a l'autorité sur le personnage, entre guillemets, pendant son tour. C'est-à-dire que pour pouvoir dire à Fabien, tu es en train de rentrer dans du sang, il fallait que je lui dise, ton personnage rentre dans le sang, et soit trébuche et boit un peu la tasse, soit goûte de lui-même. Et là, je me suis demandé, est-ce qu'on fait quoi ? Est-ce que tu es en train de jouer son personnage ? Voilà, est-ce que j'ai le droit de m'emparer de ton personnage juste pour ce petit élément de détail, ou alors voilà. Donc on a décidé que finalement j'avais le droit de décréter comme ça, donc je l'ai fait vaguement trébucher, lui dire bon, il y a un peu de liquide. Et là ensuite Fabien m'a décrit, comme il a dit, qu'il a touché son front, voilà, et ensuite il a enchaîné sur le je m'attends maintenant à trouver une salle, etc. D'accord. Et ainsi de suite, aller-retour permanent. Et donc finalement j'arrive à ouvrir la porte dévorée de rouille de la salle, j'arrive dans la lumière et dans la vallée en bas. Je trouve ces espèces de casiers qui sont très grands, mais j'arrive pas à trouver d'index pour retrouver ce que je veux. Je fouille dans la mémoire génétique d'un singe sur place pour comprendre comment la bibliothèque est foutue. D'accord, ouais. Je trouve le rayonnage, et le dernier obstacle, c'était que donc je retrouve le rayonnage qui m'intéresse, rempli de cartes. Et que en fait, Vivien dit, ben voilà, en fait, ces cartes, l'obstacle, c'est qu'elles sont en 2 dimensions, mais aussi en 3, 4, 5 dimensions. Ce qui échappe complètement à ta compréhension. Voilà. En tout cas, à tes organes. Ouais. Voilà, exactement. Sensoriel. Et en fait, le dernier dépassement, et en fait, après ce dépassement, on s'est, en fait, assez naturellement, je me suis dit, bon, bah, ma quête est finie, quoi. Enfin, je vois plus ce qui peut m'arrêter. C'est que sur les côtés, il y avait un immense dessin, et que qui correspondait au dessin que j'avais de mon tatouage. Donc je me suis complètement rasé le crâne, et puis j'ai complété jusque sur mes épaules le tatouage. À l'aide du dessin qui était, mon tatouage. Prison Break version onirique. Version onirique. Et il faut s'extraire du monde, et il a la clé tatouée sur son corps. Non, mais c'est vrai que ça ressemble à une partie de Sphinx dans la fiction là, quand même. Quand tu présentes comme ça, c'est vrai que ça a la gueule d'une partie de Sphinx. Franchement, c'est clair et net. Du point de vue du contenu fictionnel, en tout cas. Ouais. Voilà. Donc, sauf que dans Sphinx, c'est un groupe de gens. Et dans Sphinx, la ruine préexiste en quelque sorte au personnage, alors que là, elle émerge de 2 interactions. De la co-construction, exact. Bien sûr, mais du point de vue du contenu fictionnel, j'entendais Vivien. Oui, bien sûr. Oui, de l'extérieur, en tout cas, une fois qu'on regarde de loin. Tu me racontes ton contenu fictionnel, je me dis, tiens, t'as fait une partie Sphinx. Puis non, tu me dis, ah bah non, c'était la clé des nuages. Oui. Alors, je sais pas comment tu vas aborder la suite, Vivien. Moi, j'ai déjà quelques conseils ou quelques réflexions que je me fais, tu vois, simplement après avoir utilisé le jeu. Avant même ça, j'aimerais qu'on donne la parole à Valentin. Je t'explique pourquoi. Yes. Dans les podcasts, quand il y a Valentin, si tu lui donnes pas la parole un petit peu avant, il finit par parler pendant le podcast jusqu'à la fin tout seul. Un peu comme moi dans certains podcasts. En cela, on se ressemble. Donc je pense que d'abord, j'aimerais poser une petite question à Valentin. Est-ce que tu trouves, alors, au regard de la fiction, de ce que déjà Vivien et Fabien racontent, que c'est une partie typique de la clé des nuages? En fait, au regard de la fiction, je ne peux pas le dire.
J'en ai absolument aucune idée. Je me doutais que tu allais répondre ça. Et particulièrement pour la clé des nuages. Parce que c'est vraiment un jeu dans lequel la fiction est... Par exemple, ça peut être... je suis allé dans un château... J'ai trouvé un livre. J'ai trouvé un livre. Point. Voilà, non, même pas. J'ai trouvé un livre. Je suis descendu à la cave. Là, il y avait une pierre. J'ai touché la pierre. Par exemple, ça, c'est une partie que j'ai faite. Vrai, c'est du vécu. Quoi. C'est du vécu. Et donc, tu vois, c'est assez peu informatif, quoi. D'accord, ok, très bien. Donc, c'est dans la procédure, en fait. Le Maelstrom. Le Maelstrom que le jeu... Oui. Très bien. Donc du coup, je passerai la parole à Valentin plus tard. Fabien, je t'en prie, reprends ton... Moi, ça correspondait à peu près à ce que j'avais vécu avec Félix. D'accord. Et déjà quelques remarques, tu disais. Alors ouais, j'avais déjà quelques réflexions que je m'étais faites en jouant. À un moment, on a eu cette phrase avec Vivien qui est « savourer son obstacle concret ». Savourer, donc c'est presque un conseil que j'aurais envie de donner. Savourer son obstacle concret, c'est que... Vivien disait à un moment, plus on est fatigué, plus on invente des obstacles complexes. Ouais. Tarabiscoté, bizarroïde. Plus on avance, plus on est fatigué. Plus on avance, plus on atteint généralement un objectif qui est quand même souvent assez... peut-être pas barré, mais on va dire un peu, devenir immortel, faire qu'un avec les vents, avoir la carte ultime. Donc on va vers une espèce de truc de plus en plus abstrait, métaphysique ou ce que tu veux. Et t'es de plus en plus crevé, t'as de plus en plus de mal à inventer des trucs cool et à la hauteur du truc, quoi. D'accord. Et voilà. Donc du coup, je rends la parole à Fabien. Ouais, et c'est vrai que Vivien montre aussi un point essentiel du jeu, que tu sens vraiment que t'as un compteur d'énergie, tu vois, personnel. C'est-à-dire que tu sais que tu vas pouvoir imaginer un nombre fini de trucs et qu'une fois que ce sera fini, il faut que d'une manière ou d'une autre, tu passes à autre chose. À tel point qu'à la fin, on s'est dit avec Vivien, on n'a pas joué très longtemps, peut-être qu'on n'a pas vraiment rendu hommage au jeu, on va peut-être jouer une 3e et une 4e partie. Puis là, et en fait, on s'est regardé, on s'est dit non mais on est trop crevé, quoi, on peut pas. Tu vois, c'est intéressant parce que, donc je pense, un truc là que tu soulèves par rapport aux parties que j'ai faites moi, c'est que déjà il y a une très grande diversité d'expériences. Parce que de mon côté, j'ai aucun problème, c'est très fluide en fait quand je joue à la clé des nuages, et je peux jouer 2-3 heures en fait d'affilée, quoi. La vache. Et c'est fluide, il n'y a aucun problème. C'est Valentin. Avec d'autres, ce que je veux dire, je joue pas tout seul. D'accord. Mais tu joues avec des gens qui ont l'habitude du jeu en performance alors ou Non, pas spécialement. D'accord. Okay. En fait, je pense que ça, j'en ai en parlé. Je pense que la clé des nuages, en fait, le jeu donc déjà est extrêmement ambitieux dans ce qu'il envisage de faire. Ouais. C'est complètement, c'est assez fou quoi comme projet. C'est pas un jeu, je dirais, dans lequel toutes les règles vont t'amener naturellement à faire émerger ce que le jeu propose de faire. Ouais. Il faut mettre un peu d'huile de coude et il y a un peu de culture de jeu derrière nécessaire pour pouvoir faire fonctionner le jeu. Culture du jeu ou culture de jeu en général? Culture de jeu. J'entends par là, en fait, il y a une manière de jouer à la clé des nuages qui facilite une expérience de jeu satisfaisante. Mais après, Félix vous dirait que quelle que soit la manière dont tu interprètes les règles et tu joues, tout est OK. Est-ce que tu dirais que pour jouer à la clé du nuage, il faudrait d'abord avoir joué à tel jeu? Parce que c'est un peu en sous-texte que tu dis là, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de culture de certains jeux à voir. Alors en fait, c'est pas qu'une culture de jeu. Parce que là, par exemple, tu es dans un ordre d'idée dans lequel tu te dis quelle est la liste des jeux qui me permettent de me construire, etc. Mais en fait, la culture à laquelle je pense, c'est celle du jeu en performance notamment. D'accord. Mais aussi un petit peu une culture qui s'intéresse aux symboles dans les fictions, d'une certaine manière. Et c'est pas tant un ensemble de jeux qu'une pratique culturelle. Au sens de avec qui tu as appris à jouer, avec qui est-ce que tu joues en général, et quelles sont, si tu veux, les habitudes de jeu que tu as. Et ça, c'est pas si dépendant que ça du jeu. Après, donc ça dépend de ta tradition rôliste, en fait. Tradition rôliste, ce que j'appelle culture de jeu, c'est ce que tu appelles probablement tradition rôliste. D'accord, okay. Je crains que la chose soit... la chose me paraît un peu floue, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça... Je sais pas si c'est possible en fait que tu ailles vers du concret, tu vois. Le problème c'est que t'as pas assisté à notre partie vraiment, donc t'as pas les détails de qu'est-ce qu'on a dit, tu vois. Peut-être que ça pourrait résider là-dessus, peut-être que soit on se mettait trop de pression
peut-être, tu vois, et peut-être qu'en progressant vraiment plus petit à petit, avec vraiment des obstacles où on fait pas des trucs de fou. Bon, nous, ça a pas été le cas au début, quoi. C'était il y a la rouille, donc la porte elle est rouillée, donc elle est fermée. Du coup, il y a pas de porte en bas de la tour. Faut trouver un moyen pour rentrer dedans quand même. C'est ça, quoi. Là, je touche mon tatouage, j'explose la porte, c'est cool, et hop, on continue. Peut-être qu'il y a de ça aussi, je sais pas. C'est vraiment une question là, du coup, que je me pose par rapport à ce que tu dis. Est-ce que ça recoupe finalement culture du jeu en performance, quoi. Mais en fait, c'est juste que cette culture particulière facilite une expérience qui est proche de celle de Félix, quoi. Okay. Je dirais. Mais tu vois, on est encore j'arrive pas du tout à savoir ce que ça désigne. En fait. Mais en fait, je peux pas t'en parler comme ça. Il faudrait jouer ensemble beaucoup, éventuellement, pour arriver à cerner ça. C'est un peu comme le SR, tu vois. Mais tu vois, en fait, la question que ça me fait poser, et peut-être que je suis complètement à côté, c'est soit on s'est trop pris la tête et du coup on s'est fatigué trop vite. Ça pourrait être une solution. Soit on pratique pas assez ça, et en fait, ce qu'on a fait, on pourrait le faire en dépensant moins d'énergie, on va dire, d'imagination, parce qu'à force de le faire, c'est des trucs qui viendraient plus naturellement. Par exemple, je pense qu'il y a une règle importante, c'est que l'enjeu de la partie, c'est de créer du sens. C'est pas nécessairement de créer des choses jolies à un instant donné. Donc en fait, on peut progresser, et la résistance en fait du jeu, c'est ça que je trouve, c'est une des choses que je trouve assez ouf, c'est la résistance du jeu, c'est d'arriver à créer du sens avec ce qui se passe, la manière dont ça se passe au cours de la partie. Donc pas forcément essayer de créer des choses belles, tu vois, mais arriver à créer du sens avec les symboles. C'est ça l'enjeu principal. Je reviendrai là-dessus. Fabien. Je reviendrai là-dessus parce que je voudrais terminer avec ces histoires de conseils, mais je pense que ça c'est un truc sur lequel il faudrait qu'on arrive à comprendre ce que ça signifie. Quel est le sens, qu'est-ce que ça signifie créer du sens, tu vois. Ouais. Valentin fait. Ouais, non, c'est. Donc, je reviens sur savourer son obstacle concret. Donc, savourer son obstacle concret. Moi, mon premier conseil, en tout cas, le premier truc que j'essaierai de faire plus les fois suivantes, c'est d'avoir des obstacles simples et puis ne pas essayer ça, c'est le deuxième truc, à zoomer, tu vois. C'est-à-dire à ne pas se débarrasser de l'obstacle trop vite et à prendre le temps de comprendre ce qu'il y a. Détailler l'obstacle. Zoomer. Mais ce qui me dérange un peu... J'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire par zoomer, Fabien. Zoomer, c'est pas toi qui avais écrit un article qui s'appelait Réifier, Dévérifier... détailler, donc détailler l'obstacle. Non, mais l'exemple, à mon avis, le plus probant, c'est la première partie, quoi. C'est Fabien me décrit un obstacle avec des marches qui sont des pièces et une infinité, et moi je prends le vent et... Je zappe toutes les pièces, tous les machins, et là c'est du dézoomage puissance 1000, quoi. Ouais. Okay. Mais en même temps, ça renvoie effectivement directement à cette question d'épuisement, parce que comme c'est plus ou moins moi qui dis voilà ce que je m'attends à trouver comme tu vois, je suis obligé d'inventer mon propre obstacle tout le temps, et je trouve ça assez moi je reste évidemment, je parle depuis mon paradigme, on l'aura compris, mais c'est quelque chose qui continue à m'être difficile. Donc on est d'accord que là, en sous-texte, tu parles du paradoxe de Cheguet, du principe de Cheguet. Oui, c'est-à-dire que tu te crées toi-même ton propre obstacle tout en le résolvant en même temps, et du coup... Plus ou moins, Le principe dit, et en général, on s'en Ici, c'est un tout petit peu plus complexe quand même, parce qu'il y a un moment où Vivien dit ah oui, mais l'obstacle, voilà quelle est l'énigme que tu dois surmonter. Vas-y, Valentin. Ce qui est aussi très intéressant avec le jeu, c'est qu'il est livré avec des articles de théorie assez poussés de la part de Félix. Il est livré d'ailleurs. Il est publié comment ? Comment est-ce qu'on peut y accéder ? Il est en libre accès sur le site Ristretto Revenant. D'accord. C'est pas très podcastique. Je suis pas sûr que les auditeurs avec ce titre puissent trouver le truc. Mais s'ils tapent le nom du jeu, j'imagine qu'ils trouvent rapidement. Bien, ils vont sur Courant Alternatif et ils envoient un petit mail à Félix. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc, tu dis, il est livré avec des articles théoriques, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, sur le blog de Félix, tu as une série d'articles en fait. Donc, tu en as 2 sur ce qu'il appelle le jeu symboliste, et 2 sur la clé des nuages en particulier, dans lesquels il va détailler ce qu'il recherche, la manière dont il a procédé pour créer finalement les mécaniques, comment est-ce qu'on peut arriver à faire du jeu symboliste avec la clé des nuages, etc. Ouais. Donc il détaille tout ça, ce qui est très intéressant, et notamment il parle du principe de Cheguet, et il utilise le terme de synesthésie maelstromique.
Attention. Attention. Là, la fusion. It's over 9000. Je pense que c'est un peu un troll quand même. Voilà. Oui, en fait, mais pas vraiment. Voilà pourquoi. L'idée, c'est que tu crées ton propre obstacle. Mais je pense qu'il y a un truc important à dire vraiment pour que le jeu fonctionne bien, c'est que l'obstacle, c'est pas d'entrer dans la tour, c'est pas d'arriver au bout de sa quête en alignant comme ça les étapes et en faisant de la magie. L'obstacle, c'est de créer du sens. Donc voilà, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ? D'arriver à interpréter, à trouver une interprétation satisfaisante de l'utilisation des symboles et de la symbolique de la partie. Voilà, c'est ça le problème, l'obstacle, l'enjeu de la partie. Donc en fait, c'est pas résoudre et ouvrir la porte, l'enjeu, c'est arriver à interpréter de manière satisfaisante les symboles. Donc tu veux dire que le principe de la quête, quoi, qui. Pardon, c'est moi qui t'ai coupé. Vas-y. Non, vas-y. Juste le principe de la quête où le chemin compte plus que l'arrivée, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc ce que je voulais dire, c'est que tu veux dire que Fabien s'est trompé de jeu en fait. C'est qu'il a fixé les enjeux ludiques sur le fait de résoudre des problèmes, alors qu'en fait, il aurait dû fixer son attention sur le fait de donner du sens et donc d'essayer de trouver une manière de donner du sens à la résolution des obstacles et à la partie. On pourrait dire si Fabien, si tu t'es ennuyé, c'est parce que tu t'es axé sur la résolution. Alors des je me suis pas ennuyé. Hein. Non, mais par rapport au principe de Shege, je veux dire. Là, en l'occurrence, ce qui pose problème, c'est plutôt que je suis épuisé. Oui, on en a chié, c'est pas pareil. Mais il y avait des moments qui étaient vachement agréables et qui étaient beaux, tu vois. Enfin, simplement, là, ce qui est compliqué, c'est que tu vois, tu me dis, le but du jeu, c'est de créer du sens et tout. J'arrive pas à voir comment c'est dans les règles, ça, tu vois. Ouais, et je suis désolé, je comprends bien que, oui, voilà, joueuse does matter et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut pas tout le temps être obsédé par les règles, j'entends bien. Mais à un moment, j'ai quand même besoin de me reposer sur quelque chose. Et je peux pas imaginer un truc qui ne m'a jamais été transmis. D'où l'intérêt aussi, par exemple, de lire les articles de théorie qui sont... En fait, ils font système, j'ai l'impression, ces articles. Écoute, en ce qui me concerne, c'est une évidence, c'est-à-dire qu'en ayant beaucoup discuté avec Félix et en ayant lu ces articles, mon expérience du jeu est différente, quoi. Ouais, vraiment très différente. Mais tu sais que quand j'ai lu l'article Jouer en performance, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, cet article, il fait système. C'est-à-dire que tous les gens qui font des jeux et qui l'inscrivent de fait dans le cadre de la discussion sur le jeu en performance doivent du coup se référer à cet article pour savoir comment y jouer. Et donc en fait, tu vois... Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant ce qu'on dit là, parce que c'est une utilisation que je trouve très saine et très riche de la théorie. Parce que en 10 ans de cellules et de tout ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a pu entendre de fois où on nous dit « Ah oui, non mais la théorie ça sert à rien, le jargon c'est de la merde, vous êtes élitiste, vous êtes intello, vous êtes... » on pourrait recouvrir les murs de cette pièce avec ce genre de... Avec un seul mail. Je pourrais recouvrir le mur de cette paye avec un seul mail d'insulte, sans ponctuation, sans entrée à la ligne, etc. Ah, d'accord. Une fois, j'ai reçu une logorée d'un mail en fait qui faisait, je sais plus combien de pages que je n'ai pas lu intégralement, mais quand même parfois je m'amuse. C'est genre un espèce de mantra ou poème. Enfin, ça pourrait être poésie presque. Ouais, presque quoi. D'insultes en fait en continu. Un mec qui nous insulte en continu, sans ponctuation, sans aller à la ligne, et qui dit juste des insultes dans un mail. C'est ouf. C'est situationniste que c'est. C'est incroyable. C'était incroyable. Je pense que ce mur suffit. Enfin ouais, c'était incroyable. Bref. On l'a beaucoup entendu. Exactement. Mais ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment intéressant comme utilisation de la théorie parce que une chose que j'aime beaucoup répéter depuis quelques années maintenant, c'est que quand on parle de théorie, on ne parle pas de théorie au sens scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas une théorie dont le but c'est de décrire la réalité et puis d'être en quelque sorte, ou un certain type de réalité. Et puis de s'asseoir sur sa théorie en disant je domine la réalité. Et donc, oui, et puis il n'y a pas disons que c'est pas une théorie les théories artistiques ne sont pas des théories falsifiables. Non. Au sens où il n'y aurait pas à dire, tu vois, est-ce que c'est vrai ou pas. Je sais pas, je peux faire une théorie par exemple, il n'y a pas d'objet rouge dans cette pièce et puis elle est
falsifiable parce qu'on peut me dire, regarde le livre là, les rideaux, le livre, etc. C'est des théories que Lindsay Ellis appelait des théories analytiques, les théories créatives, enfin des théories créatives. Mais voilà. C'est-à-dire que c'est des théories qui permettent d'expliquer pourquoi les choses marchent pour nous, et c'est tout ce qu'on a pour essayé une communauté, de faire. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que moi, mes jeux, qu'est-ce qui fait que je prends mon pied quand je joue à Dogs? D'où ça vient? Comment je peux le répéter? Des grilles interprétatives ou des cadres interprétatifs. Alors, je me méfie de ce terme parce qu'il peut être utilisé par Valentin dans un autre sens. Mais ce que la grille interprétative, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Ouais, le jargon est pas copyright. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour mesurer la pertinence d'une théorie dans le cadre que Fabien est en train de signer, on a souvent en tête sa fertilité. C'est-à-dire combien de jeux elle va pouvoir générer, est-ce que ces jeux seront agréables pour les gens qui... Ou est-ce que ça me permet de comprendre... Et non pas sa vérité. Non mais c'est très important ça. Tu vois ce que je veux dire, et typiquement, tu vois, les articles dont on parle depuis tout à l'heure, jouer en performance de Génie et de Félix, les articles de Félix. Il va falloir faire taire les enfants parce que là, on les entend dans les micros. Tu veux que je m'en occupe? Je sais pas, ou en tout cas prévenez les gens qui les gardent. Ça fait un fond rigolo, voilà. On ferme la porte, mais ferme la porte en tout cas. Donc, pour revenir à cet article et la pertinence de ces articles, souvent Vivien, tu te fous de ma gueule. Je suis désolé, je reprends le fil. Tu te fous de ma gueule parce que je mets le Maelstrom au début de chacun de mes jeux. Et tu vois, quand Valentin dit là, il faut le jeu est fourni avec l'article théorique qui permet de le comprendre. C'est exactement ce que je fais maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Je mets l'article du Maelstrom au début de mes jeux pour que les gens puissent comprendre le vocabulaire théorique qui sous-tend la création du jeu et la manière d'y jouer. Merci Valentin. Donc du coup, oui, c'est une manière de moins de troller Romaric, c'est vraiment dégueulasse. Tu viens de justifier les 60 pages de Maelstrom dans Sens Chaos. Il y a 4... Non, je reconnais que dans Sens Chaos, il y en a trop. Mais dans les prochains jeux, c'est 4 pages. Vivien, dans Vademecum, c'est combien de pages, rappelle-moi? C'est pas énorme, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je t'ai fait chier avec Sens Chaos. Mais c'est important, je trouve, de fournir les articles théoriques qui permettent de... Et donc, quand j'ai lu cet article, encore une fois, sur le jeu en performance, je me suis dit, voilà, ça, c'est l'article théorique qui devrait être fourni avec la plupart des jeux qui s'appuie sur cette démarche. Alors j'ai une précision à faire. Là déjà, toi tu es dans une certaine démarche, donc tu juges la pertinence d'un cadre théorique Valentin. À la lumière de ton propre cadre théorique. Par exemple, tu dis combien de jeux ça permet de produire. Est-ce que ça permet, tu vois. En plus, ce qui est encore une couche supplémentaire, c'est que la pertinence d'un cadre théorique ne peut être jugée qu'à l'aune de ce cadre-là. En fait, le jeu en performance, c'est pas une manière de penser. Son propre paradigme, c'est pas une manière de faire de nouveaux jeux. Voilà, c'est ça. De quoi? J'ai pas entendu. C'est pas une manière de faire de nouveaux jeux. C'est-à-dire que le jeu en performance, évidemment, tu peux créer des jeux qui fonctionnent bien avec le jeu en performance, comme la clé des nuages ou l'envol des oiseaux de pierre, mais son but premier n'est pas de créer des nouveaux jeux. Il se fixe à lui-même ses propres critères. Ah, là, je comprends pas. Je t'explique les critères de l'article, en tout cas des premiers articles du jouet en performance de ce blog-là, c'est de mettre en lumière une manière de jouer au jeu de rôle, oui, et d'expliquer qu'est-ce qui est intéressant et pertinent dans cette manière de jouer. Donc, et ça, c'est pas un encouragement à jouer comme ça, à créer des jeux qui permettent de pas forcément créer des jeux. Ah oui, d'accord, c'est ça qui vous dérange. D'accord, excuse-moi, créer des parties. On est d'accord? Ouais. C'est tout ce que je voulais dire. Okay. C'est tout ce que je voulais dire en fait. Excusez-moi, oui. Mais ça, je trouve ça très sain et vraiment très bien. Et il y a un autre truc que je trouve très chouette. Si tu veux, c'est aussi... Il y a vraiment une démarche intellectuelle qui me plaît dans ce projet. Alors, sur le fait de se dire, on va se situer par rapport à d'autres œuvres, tu vois, et d'autres jeux. Tu te souviens, tu disais dans le podcast sur Vademecum que tu voulais dire voilà, ça m'a été inspiré de telle personne. Oui, tout à fait. Et là, il y a aussi une forme de filiation entre guillemets, même si c'est une filiation très critique, de dire Sphinx, ça marche pas du tout pour moi, et j'essaye de faire
quelque chose qui marche pour moi et ma manière de jouer. Et donc de le dépasser et d'avancer. Et je trouve qu'il y a un début de dialogue, de conversation, parce que moi-même, évidemment, en jouant à ce jeu, ça j'y reviendrai après, ça m'invite à y répondre, parce que je vois aussi des limites dans la clé du nuage qui font qu'ensuite j'ai envie, je comprends mieux ce que moi-même j'essaye de faire. Excellent. Et donc, tu vois, toute cette utilisation de la théorie, c'est la création vraiment d'un champ artistique et d'un champ intellectuel petit à petit qui se fait année à année. D'une controverse claire dans laquelle chaque acteur se positionne, prend des positions. On arrive à comprendre. Et en fait, moi, quand j'ai lu l'article sur le jeu en performance, ça faisait un moment que j'étais là, mais merde, j'arrive pas à comprendre de quoi il parle, c'est obscur. Tu vois. Quand tu parles de qui il parle, c'est bien Eugénie et Félix. Voilà, c'est ça, mais d'autres personnes, comme les expériences que décrit Com, par exemple, ou des choses comme ça. Comme Martin, l'animateur de... Ouais, bien sûr. Celui avec qui tu as joué à Sens, Vivien. Exactement. D'accord. Et tu vois, où j'arrivais pas à saisir de quoi il parlait. Et donc... c'est très important la théorie parce que justement ça permet de se donner un langage, ce que j'arrête pas de répéter depuis là au moins depuis les débuts de la cellule ou presque. Et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très chouette parce que ça permet d'éclaircir les choses, de comprendre, ça permet de comprendre nos différences. Et ça c'est vachement pratique parce que ça évite de s'enferrer dans des faux débats en disant ah oui mais vous aimez le système, vous êtes des connards, mais ah oui mais vous aimez la compensation, vous êtes des connards, tu vois, enfin qui vraiment ne mène à rien. Qui mène dans le mur. Hein. Valentin. D'ailleurs, Félix, encore lui, a publié un article sur son blog, toujours le même blog, Stretto Revenants, qui s'appelle Gestes et compensation, deux paradigmes face à face, où il parle exactement de tout ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire quels mots on utilise pour désigner des concepts théoriques et dans quel cadre de jeu, dans quelle culture de jeu, dans quel paradigme s'inscrivent chaque terme et chaque concept. Et il dit que c'est très intéressant de faire dialoguer les paradigmes, de ne pas les opposer, et puis aussi d'écrire la pertinence de chaque terme dans une culture de jeu. Par exemple, compenser, ça n'a peut-être pas forcément trop de sens dans le cadre du jeu en performance. Pourquoi ? Et on peut en parler, et c'est cool. Donc il a tout un article aussi... compenser, c'est un terme propre à une certaine vision de ce que doit être les règles d'un jeu, son système, une partie. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est génial. Donc ça fait sens aussi, par exemple... Au final, on est en train de faire le podcast sur le jeu en performance. Non, là on fait plutôt le podcast sur différents paradigmes, si tu veux, de différentes cultures de jeu impliquent en fait différents approches du jeu de rôle, différentes théories, différentes manières de jouer. Et donc éventuellement une des possibilités pour expliquer une difficulté que vous avez eue pour jouer au jeu, c'est aussi ces différences de paradigme en fait. Bon, mais là je pense quand même qu'il aurait fallu que les articles soient au moins Félix, je suis certain que tu nous écoutes. Ce serait cool que les articles soient renvoyés dans le... Ouais, mais tu vois le truc, c'est à quel point est-ce qu'il faut lire La Forge pour jouer à Polaris de Ben Lehman, tu vois. Et ben ça c'est pas du tout sûr. Il y a beaucoup d'expériences c'est possible, mais pas nécessaire. C'est pour ça que j'ai foutu le Maelstrom au début de mes jeux. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, moi je vois deux choses. La première, c'est je sens venir le retour du... Alors, il faut pas dire c'est un jeu en performance. C'est un jeu qui favorise une pratique en performance, tout comme avant on disait ce n'est pas un jeu ludiste, c'est un jeu qui favorise une création et on va se retrouver avec une nouvelle guerre comme ça. Et deuxième truc, c'est que là j'ai l'impression qu'on a fait le grand cercle en fait. On est parti du... comment dire ? Merde, je perds mes mots. Du fait que peut-être on galérait à jouer à la clé des nuages parce qu'il fallait lire les articles et finalement on se retrouve à il ne faut pas lire les articles pour pouvoir jouer au jeu. Non, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut avoir lu les théories de la forge pour jouer au jeu forgien ? C'est pas ça, forcément. C'est juste tu vois, c'est ça le problème, c'est que c'est flou, encore une fois. Est-ce qu'il faut avoir lu la théorie de Félix pour jouer au jeu de Félix ? Pas forcément. Moi je pense que plus efficace que de faire la théorie, c'est de jouer avec Félix. De jouer avec Eugénie, de jouer avec des gens qui jouent en performance et qui pendant qu'ils jouent, mais ça c'est ce que dit tout le monde. Christophe Buckley, on remonte aux antiquités Silent Driftiennes. La première chose qu'il nous a dit quand on a rencontré Fabien, Fred, quand on s'est rencontrés tous les quatre, il nous a dit on ne peut pas parler de quoi que ce soit tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Tant que t'as pas, franchement, moi j'ai jamais joué en performance.
je vais pas m'amuser à en parler dans les podcasts de la cellule. À mon avis, tous les termes donc j'imagine, tu vois, Valentin m'explique, Fabien m'explique, j'imagine des choses, mais je ne peux pas dire que tant que j'ai pas fait l'expérience du truc, impossible de comprendre ce à quoi donc forcément, Vivien, plus que de lire les articles, tu vois, l'archéologie, c'est pas uniquement du temps passé en bibliothèque, c'est aussi du temps passé sur le terrain à expérimenter le truc, quoi. Il faut, là, à mon avis, il faut vraiment. C'était pas l'archéologie que je voulais dire, c'est l'anthropologie, pardon, ou l'ethnographie. Ouais. Tu vois, c'est. Mais on sera d'accord pour dire que ça peut du coup soulever un problème. Ah bah le problème, ça va être que, mais c'est le problème pour toutes ces pratiques, c'est que il faut, bah oui, mais c'est le problème de la transmission. C'est un problème de l'art en général. Tu vois, est-ce qu'il faut comprendre les théories de Duchamp pour apprécier une œuvre de Duchamp ? Est-ce qu'il faut comprendre les théories expressionnistes pour l'histoire de l'art. Est-ce qu'il faut connaître l'histoire de l'art pour apprécier l'œuvre de Duchamp ? Et parfois, c'est une question qui est très complexe parce que, par exemple, l'expressionnisme, c'est une forme d'image qui est complètement rentrée dans la culture populaire, tu vois. Enfin, tout le monde te dit l'expressionnisme c'est joli parce que c'est rentré dans les codes, dans les canons esthétiques que l'expressionnisme c'est une forme valide d'art. Sauf que à la fin du 19e siècle, même je sais pas moi, 1870, j'ai aucune idée, enfin je dis une date comme ça. Oui. C'est pas moi qui vais l'expressionnisme ça passait pour de la merde, c'était pas fini, on voyait encore la toile en dessous, c'est pas net, tu vois, enfin donc et certainement qu'un jour, parce qu'il y a tout le temps il y a aussi ça, c'est un vieux serpent de mer, des gens qui disent l'art contemporain c'est vraiment de la merde. Oui, d'accord, mais peut-être qu'un jour on aura complètement intégré certains de leurs codes, tu vois. Et il y a une part de de réification ou d'un seul coup l'art devient évident. Parce qu'on a intégré les théories qui sont derrière. D'accord. Et même j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, on finit par perdre ce qui fait la beauté de certaines œuvres. Tu vois, il y a des œuvres du Moyen-Âge qui nous sont difficilement accessibles parce qu'on a du mal à comprendre. Vivien, je crois que tu es victime d'une illusion parce que je t'entends souvent dans les débats et tout qu'on a. Alors, tu vas me dire, tu me dis si je me trompe. Je pense que tu es victime de l'illusion du manuel parfait. Ah. Tu voudrais qu'un jeu de rôle en fait soit, mais non. C'est-à-dire et puis que en ouvrant le livre on puisse totalement. Non, là, je me pose vraiment la question. En fait, là, pour le coup, je pense, si j'essaie de me situer dans ce débat-là tout de suite sur la clé des nuages, j'essaye de comprendre si on a fait une partie de la clé des nuages telle que satisfait, enfin tu vois, tel que. Est-ce que Félix validerait en disant ouais, ça c'est vraiment ce que j'attends. Il peut pas, comme disait Valentin, a priori il peut pas. Paradigme, il peut pas. Ça on le saura pas du coup, mais je me pose la question, est-ce que ce qu'on a fait, c'est à peu près ça l'idée, quoi. Du coup, est-ce qu'on est bien placé pour le juger, ou est-ce qu'il nous manquait quelque chose pour le comprendre? Et voilà, moi c'est ce que j'attends de savoir plus ou moins. Est-ce qu'il y a finalement des choses qui nous manquaient pour peut-être faciliter la chose, mais qu'on s'en est quand même bien approché? Est-ce que c'est juste parce qu'après tout, si on parle de jeu en performance, dans le jeu en performance, tu peux pas le séparer de l'idée de travail, de l'idée d'amélioration. Si. Moi, je pense que quand tu commences à les séparer, tu perds l'idée du jeu. Alors justement, pourquoi je sais pas si tu as lu les articles de Jenny et Félix, mais ils font clairement une différence entre beaucoup de concepts. L'idée du jeu en performance, c'est, il faut que je reprenne la définition initiale. Donc ils disent, nous appelons jouer en performance le fait de jouer en étant conscient de produire une performance artistique et agir en fonction de cela. Donc c'est une définition qui est ramassée, qui prend plein de choses dedans. Et il rajoute aussi toutes les joueuses, donc une façon de jouer possible du jeu en performance, une sous-module du jeu en performance, c'est de dire, nous ce qui nous intéresse dans le jeu en performance, c'est de jouer une façon de jouer dans laquelle toutes les joueuses sont engagées dans le fait de produire ensemble une performance artistique sur laquelle elles appliquent leurs critères d'exigence. Alors c'est encore une définition très ramassée, je vous invite à lire les articles, mais ce qui est important à comprendre, c'est que toutes les joueuses sont engagées dans le fait de produire une performance artistique. Ouais. Donc c'est un des points qui différencie leur pratique du jeu en performance et du jeu en performance en général. Ouais. Et elles appliquent leurs critères d'exigence, c'est-à-dire leur résistance au sens quasi synthésien. C'est leur
exigence. Voilà, tu vois. Donc après, effectivement, dans la question de l'amélioration, j'ai encore du mal à les séparer, même malgré les définitions. Donc moi, j'invite vraiment à lire les articles. C'est assez intrinsèque, en fait, malgré tout. Mais de toute façon, ces difficultés-là qu'on a à comprendre, c'est les difficultés de sauter d'un paradigme à l'autre, tu vois. Qui sont naturelles. C'est bien la preuve que c'est une pensée qui est profondément cohérente. C'est que elle a sa propre économie logique, sa propre logique, et qu'il faut arriver à la saisir. Et encore, moi, je me demande si je comprends ou si je comprends pas. En fait, c'est plus ça. Mais ça, ce sera le cas toute ta vie, je pense, en réalité. Ouais. C'est le cas de toutes nos vies. Vous parliez tout à l'heure, ça m'a fait sourire, de est-ce qu'on a fait une partie que Félix jugerait valide. Et en fait, dans le cadre de la création de ce jeu et de beaucoup de réflexions qu'anime Félix, il y a au cœur de tout ça un article de Roland Barthes, qui est très connu, qui s'appelle « La mort de l'auteur ». Donc c'est intéressant de discuter de la mort de l'auteur à la cellule, notamment parce que là, l'idée, c'est donc il y a 2 auteurs qui sont morts pour Félix. Il y a l'auteur de jeu et il y a l'auteur-joueur. C'est-à-dire que est-ce que vous avez fait une partie que Félix jugerait satisfaisante? Lui, il vous dirait, mais je suis pas là, les gars. Vous avez votre texte, c'est vous qui avez fait la partie. Ouais. Okay. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette question n'avait pas de sens dans le cadre de son paradigme. Donc je parle un peu pour Félix, mais il y a un peu de ça. Je pense qu'il serait d'accord avec toi. Oui, je pense qu'il serait d'accord, mais enfin voilà, encore une fois. La question, c'est pas de savoir est-ce que l'auteur va être content. Enfin, tu vois, la question n'est pas de savoir est-ce que j'ai fait comme l'auteur voulait. En fait, je m'en fous quelque part. C'est juste plutôt une question de quel horizon on se fixe. Et bon, effectivement, on peut se débarrasser de l'auteur et dire que l'horizon, c'est pas la partie qu'a fait l'auteur. C'est difficile, effectivement, de pas se dire des fois que l'auteur est celui qui fait la meilleure partie, alors que c'est absurde. Enfin, je veux dire, je suis pas forcément le meilleur meneur de mes propres jeux. Non, moi non plus, d'ailleurs. Le meilleur joueur de mes propres jeux. Ouais, et tout à fait possible que les gens fassent bien mieux que moi. Voilà. Mais on peut se débarrasser de l'auteur, mais il y a quand même une idée d'horizon, quoi. C'est quoi? En fait, je pense pas. Justement, je pense que se débarrasser, est-ce que je peux faire mieux? Se débarrasser du jeu, quoi. Est-ce que finalement je suis arrivé à mon maximum dans ce type de jeu? Est-ce que ça dépend si c'est ton exigence. Comment dire? Il n'y a pas un canon, un idéal en fait derrière le genre performance à associer à un jeu. L'idéal, c'est là on a un truc, un document, c'est la clé des nuages. On est tous autour de la table. En fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une partie et on va essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus cool possible. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et on va pas chercher un idéal associé à, tu vois, une partie prototypique en fait. Et la deuxième mort de l'auteur, pour juste continuer rapidement, c'est la mort de l'auteur en tant que créateur de sens a priori dans la partie. C'est-à-dire qu'on peut être des auteurs, par exemple si on fait une partie de jeu de rôle tous les deux et que je suis meneur de jeu, tu vas te dire ah oui, tout ce qu'il me dit a un sens qu'il a en tête et je vais essayer d'interpréter tu vas essayer d'interpréter ce que je te dis parce que tu te dis que bah oui, Valentin il raconte pas n'importe quoi, il a un sens qu'il veut me transmettre en me décrivant cette auberge. C'est génial parce qu'en écoutant ce que tu es en train de me dire là, je découvre une certaine forme d'altérité par rapport à mon propre paradigme, ma propre pensée, et je découvre qu'en fait les one-shots de la cellule sont chargés de théorie dans la façon dont on juge les jeux, dont on rend en fait, pas les jeux d'ailleurs, une partie d'un jeu et donc le jeu, tu vois, enfin, il y a un côté, et là du coup, je m'interroge, je me dis, qu'est-ce que ça donnerait un podcast de la cellule animé par Félix et Eugénie, tu vois ce que je veux dire, c'est comment ils jugeraient ou pas d'ailleurs. Est-ce que justement le fait qu'il n'ait pas de podcast de la cellule est révélateur en fait quelque part de ce qu'ils mettent dans. Il y a un côté, en fait, quand j'entends ça, Valentin, il y a un côté. Excuse-moi. Il y a des podcasts. Il y a des podcasts, d'accord. Ouais, très bien, Valentin. C'est les enregistrements de parties en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire en fait, il y a que ça. Si j'ose dire, il ne faudrait rien. Il n'y a pas que ça, je pense qu'on peut aussi en discuter. On peut en discuter en dehors, faire un débrief. En fait, avec Génie, Félix, on discute beaucoup en fait. Il y a un côté, dans cette théorie, il y a un côté acceptation de la finitude de la partie, de son aspect éphémère. Ouais. Ils sont encore plus dans l'idée du mandala de Morgan Régnier que nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire là, vraiment, c'est tout qui meurt. Mais à peine le jeu publié, l'auteur, il est mort. Quand la partie est finie, l'auteur, il était déjà mort. Et puis en plus, il y a tout qui se meurt au moment même où le truc est fait. Enfin, il y a un côté vraiment extrêmement il y a ça. Alors, en plus, poétique. dans la clé des nuages, l'idée, c'est que quand moi, je vais raconter quelque chose, si je suis le mage ou l'image, l'autre participant, il va pas forcément chercher à savoir quel sens j'avais en tête quand je racontais ces choses-là. On va lâcher prise de ça, éventuellement essayer de créer du sens à partir de
ce qu'on raconte sans présupposer qu'il y avait un sens caché qu'on appelle rhétorique, quoi, qui est ce qu'on prend, par exemple un sens psychanalytique ou un sens existentiel ou un sens mystique par rapport à ce qu'on a. Bon, d'accord. J'ai juste une question du coup, vraiment par rapport à ça, avant que ça parte trop loin. Est-ce que tu penses pas du coup que l'idée que le personnage a une quête préalablement détaillée et qui donne pas et qui ne dit pas à l'autre, c'est pas justement, ça va pas à l'encontre de cette vision de pas de sens préalable, pas de etc. Je pense qu'en fait, au début, le sens des symboles, tu les connais pas, quoi. Non, ça, les symboles. Voilà, donc c'est ça l'idée. C'est quand tu vas travailler avec les symboles pendant la partie, pas travailler au sens aller au boulot, mais tu vas mettre en relation les symboles, mettre en branle l'ensemble de ces éléments-là, sans savoir au début quelle est leur signification, en fait. Et tu construis au fur et à mesure, sans toi-même le savoir en tant que joueur, la signification des symboles. Parce que je me demande si ça nous a pas parasité, en fait. Tu vois, par exemple, typiquement, est-ce que c'est pas un truc qui est insuffisamment, qui est pas clair à ce niveau-là et qui peut faire dévier sur une partie insatisfaisante? C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est peut-être ce qui a fait pourrir un peu la première partie, notamment. Voilà, le fait qu'il y ait une quête, le fait que ce soit un truc vraiment au préalable qui enjoigne quelque part à pas on s'est pas assez intéressé au symbole. Alors du coup, c'est pas faux que d'une certaine façon. Fabien. D'une certaine façon, ce que dit Vivien, enfin moi je le réinterprète comme ça, qui est de dire en tant qu'image, tu es assez invité, y compris dans la question numéro 2 à la fin, à te demander quelle était la quête du mage, tu vois. Et donc plutôt que de te dire plutôt que d'utiliser le peu d'énergie qui te reste à te demander quel est le sens des symboles qu'on rencontre, ce qu'on a fait un petit peu quand même, tu es souvent plutôt intéressé à comprendre ok, mais qu'est-ce qu'il cherche ici, tu vois. Enfin, ça c'est une question que je me posais souvent quand j'étais mage, mais même dans les parties dans les 2 parties que j'avais faites avec Félix quand j'étais image, je me disais mais mince, qu'est-ce qu'il cherche ici, tu vois. Parce que ça, c'est un enjeu extrêmement important qu'il faut qu'on rappelle aux auditeurs, c'est que la personne qui est l'image ne sait pas quel est l'objectif du mage. Voilà. Quelle est sa quête, donc il ne lui décrit pas non plus des éléments qui vont dans le sens de la réalisation de sa quête, puisqu'il ne sait pas ce qu'il recherche. Donc il ne peut que supposer en fonction de ce que le mage attend et en fonction de ce que propose le mage, ou en tout cas de ce que propose de découvrir le mage derrière les portes. Mais alors, moi je voudrais arriver à une critique qui est assez fondamentale pour moi de La Clé des Nuages. Fabien. Justement sur cette création de sens et sur cette utilisation des symboles, à laquelle, en quelque sorte, Valentin t'a déjà répondu, mais que je trouve, il y a un espèce de vide que je trouve très frustrant. Tu vas me dire ce que tu en penses par rapport à ces histoires de changement de paradigme. Moi, la notion de symbole, évidemment, comme je m'intéresse à des questions comme la psychanalyse ou la spiritualité, c'est quelque chose qui me travaille aussi énormément. Et dire simplement, j'ai l'impression, pour caricaturer un peu, que La Clé des Nuages nous dit simplement, c'est une machine à explorer, à créer des symboles et puis à les mettre, à les représenter dans des situations. Donc il y avait le sang qui m'arrêtait, puis il y a la porte qui était rouillée, puis les étagères étaient rouillées, puis la terre était couleur sang et rouille, tu vois. Enfin, puis il y avait la vallée qui était en forme d'œil. Et ensuite, en quelque sorte, ça n'est plus qu'une image. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour prendre le relais, pour donner du contenu à cette image, sauf éventuellement un peu les efforts que je peux faire et les questions qui sont à la fin, mais je trouve ça très faible. En tout cas, je suis vraiment frustré par le fait que si j'étais méchant, je dirais que c'est juste c'est juste une machine à créer des images, quoi. C'est juste du pur spectacle. Mais il n'y a rien derrière. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresserait, en tout cas ce qui m'intéresse dans mon travail, ce que j'aimerais arriver à faire, le symbole pour moi n'est pas un but en soi. Je ne suis pas intéressé à l'image, à la belle image dans l'absolu. Ce qui m'intéresse, c'est comment le symbole peut être une clé pour atteindre quelque chose d'autre. Pour grandir affectivement, spirituellement, psychologiquement, tu vois, pour avancer sur, tu peux appeler ça tes névroses, ton éveil, enfin tu l'appelles ça comme tu veux, mais pour avancer intérieurement. C'est-à-dire que, en quelque sorte, il résonne avec ce que je suis comme personne, hein, pas comme personnage, comme personne.
Alors, il y a un peu la question, je vois que tu es en train de devoir répondre, mais je voudrais aller jusqu'au bout si tu veux bien. J'avais noté que la question 4, les clés permettent-elles de comprendre quelque chose de plus que la simple succession des scènes? Ça, c'est une question qui est intéressante, parce que justement, ça renvoie à ces symboles, qu'est-ce qu'ils peuvent signifier de... Oui, c'est ça, c'est en fait une des questions les plus importantes du jeu, quoi. C'est ça, mais je trouve il faut reconnaître qu'on a peiné un peu, il me semble, à y répondre. On avait quelques trucs du genre, je disais, la tour de Vivien, moi, elle faisait penser à la tour de Babel, qui est une image qui est très importante dans ma psyché. Ouais. Mais alors peut-être que pour devancer ce que tu vas dire, Valentin, tu vas me dire bah oui, mais finalement le sens c'est à toi de l'attribuer. Mais tu as du sens sur les mains. Pardon. Ok. mais tu vois, je suis un peu. J'aimerais que d'une manière ou d'une autre, le jeu m'apporte quelque chose de plus que ce que je fais déjà dans ma vie quotidienne, qui est simplement de chercher du sens dans mon existence en général, tu vois. Le jeu ne me fait pas avancer de ce point de vue-là. En fait, il y a un truc qui est extrêmement clair du point de vue de la démarche du jeu. C'est pas un jeu, je pense, qui est fait pour te faire avancer en tant que personne. Et non. C'est vraiment un jeu qui est fait pour créer une esthétique symboliste. Et c'est vraiment l'objectif, une esthétique symboliste. Et oui. Donc je pense qu'en fait c'est pas un jeu qui te correspond, enfin qui te convient, parce que peut-être que tu attends quelque chose du jeu. J'ai une attente qui n'est pas celle du jeu, d'accord. Félix c'est un peintre qui jette sa peinture et qui dit je suis mort, débrouillez-vous avec. Ouais. Et voilà quoi. Donc déjà premier point. Deuxième point, il fait une différence entre deux éléments, les liens importés et les liens internes. En fait, on peut faire des liens entre les symboles. Soit on les importe de la culture, donc là tu parlais de la tour et de la tour de Babel, ça c'est un lien importé. Soit tu crées des liens internes, c'est-à-dire par exemple dans une de mes parties, la jumélité représentait la mort. Ouais. Alors tu te dis pourquoi dans la culture? Non, en fait c'était dans notre partie. C'était intradiégétique. Et c'est ça l'enjeu le plus monumental de la clé des nuages, c'est d'arriver à créer de la symbolique à l'intérieur de la partie, des symboles qui sont internes. Et c'est très très dur en fait, c'est extrêmement difficile. L'œuvre créée, produite, parce que du coup la partie est une œuvre produite du coup pour le coup, ouais. Dans le jeu en performance, c'est une performance artistique, doit avoir sa cohérence interne. Alors non, ça c'est pas je pense pas que ce soit un critère du jeu en performance. Excuse-moi, j'ai dit doit avoir, excuse-moi, alors, c'est pas ça, peut avoir sa cohérence interne. Ouais. Puis même c'était l'objectif de Félix spécifiquement pour la clé des nuages, ça n'a pas forcément grand chose à voir avec le jeu en performance ici, mais son objectif c'était de se dire comment est-ce qu'on crée un réseau de symboles qui ne dépend pas de la culture, parce que par exemple je connais pas bien, mais Néphilim, il me semble qu'il y a toute une symbolique, mais qui est en fait importée culturellement dans Vademecum aussi, tu vois, il y a une symbolique qui est très très forte, mais qui est en fait importée de la culture qu'on partage tous. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour créer de la symbolique qui se crée uniquement dans la partie et qui n'a de sens que dans la partie? En un sens, la partie fait monde à part. Ouais. Et dispose de ses propres objets puisqu'ils ont des relations et des modes des combinaisons de possibilités, pour reprendre le bon vocabulaire wittgensteinien. Ils ont des conditions des possibilités combinatoires, voilà, qui leur sont propres dans le sein de ce petit monde à part. Ça, je trouve ça super intéressant, mais je ne comprends pas comment le jeu ou même les articles autour me poussent ou me permettent ou m'accompagnent pour faire ça, tu vois. Je pense que déjà ils te le permettent en s'interposant pas. Maintenant, après plus loin, là après je sais pas. Alors donc déjà l'idée, faut pas voir le jeu en performance comme du jeu forgéant, surtout pas. C'est-à-dire que c'est pas un système dans lequel tu te places et qui va te permettre de créer en employant les outils du système de manière spontanée, de la symbolique, etc. L'idée c'est de donner un outil qui est au moins pas mal. Et après, tu prends l'outil et tu craftes, quoi. C'est des bons pinceaux et de la bonne peinture, quoi, voilà. En quelque sorte. Et je trouve que, donc déjà, en termes de pinceaux et de peinture, on a plein d'outils en tant que joueur. Donc ça, c'est une notion très jeu en performance. On a plein d'outils en tant que joueur pour créer une belle peinture dans la clé des nuages, quoi. Et c'est vraiment pour créer cet élément-là. Donc Félix, par exemple, lui-même, qui recherche ce genre d'expérience pour lui, en tant que joueur, il a créé, notamment, sa palette et son pinceau qui lui permettent de faire ça le mieux possible pour lui, tu vois.
et y arriver. Donc ça, c'est une façon de réfléchir pas forgienne pour le coup. Je comprends. Donc alors il y a ce premier point, et après il y a quand même une notion systémique, c'est-à-dire que en fait Félix n'est pas que un jeu en performance, il écoute la cellule. Et... de toute façon, le propre du dépassement, c'est toujours de la même manière que le système de The Forge, il est aussi appuyé sur le jeu de rôle tel qu'il existait avant, tu vois. Exactement. Tout à fait. C'est exactement ça c'est la force de cette idée de dépassement, c'est que tu construis sur ce que les autres ont fait avant toi. Ouais. Donc en fait l'idée c'est qu'il y a quand même des éléments de système en fait qui encouragent ça, qui poussent vers ça. Mais c'est pas une procédure complète. Ok. Par exemple, il y a un outil comme la déresponsabilisation créative. D'accord. C'est un truc dont il parle dans ses articles. L'idée c'est que à chaque fois que tu entres dans un nouveau lieu, les runes te demandent, pardon, c'était l'ancien nom, je sais plus si c'est Mage ou les images. Les images te demandent qu'attends-tu à y trouver. Toi en fait, tu peux dire je sais pas, ou tu peux dire une pièce peut-être ténébreuse. Donc en fait, tu réponds à une question dans laquelle tu produis en fait déjà de la créativité, tu vois, sans effort en fait, parce qu'on te demande pas de prendre la responsabilité de créer le lieu, on te demande juste qu'est-ce que tu attends et trouver quoi, et donc ça peut être n'importe quoi, et de toute façon c'est pas toi qui tranches. Mais ce truc là va donner des billes à l'autre pour après créer la suite. Par exemple, si je te dis je m'attends à voir une pièce immense, fastueuse, avec des tableaux, des plans de partout, toi tu peux te dire ouais, c'est chouette et ça fait du sens. Et donc dire c'est exactement ça que tu trouves, sauf que les plantes, je sais pas, semblent immobiles, tu vois, complètement immobiles. Tu vois, ça peut être ça. En fait, il y a cet outil-là de déresponsabilisation créative qui permet d'encourager notamment ça, quoi. On trouve ce type d'outil dans Prosopopée aussi. Quand Frédéric Sintès dit le silence fait partie de... c'est dans les règles aussi de la clé du nuage, il y a aussi des trucs comme ça. Quand il dit qu'il n'est pas nécessaire de faire des propositions très alambiquées ou très complexes pour passer son tour et dire quelque chose à son tour, à mon avis, on est de l'ordre de cet effet-là aussi. Donc dans le jeu, il y a toute une série de conseils et d'explications, tu vois, de comment s'emparer du jeu, qui sont en fait des manières de jouer au jeu qui permettent de maximiser cet effet-là, la production de cet effet-là. D'accord, il y a des conseils, parce que ça, comme j'ai pas lu le jeu, il y a des conseils ce qu'il y a au-delà des règles qu'on m'a proposées. Donc le jeu est extrêmement playtesté et mis à l'épreuve sur des tables qui ne sont pas du tout celles de Félix. Mais c'est pas la mort de l'auteur, ça, des séries de conseils. Il y a, alors je sais pas s'ils appellent ça des conseils, mais non, mais je troll un peu, mais c'est vrai que tu vois, typiquement ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. On est pétri que veut le jeu entre guillemets, que veut le on est pétri des dominations qu'on essaye de dénoncer. Bien sûr. Et je pense que, à mon avis, je peux pas. Je reviens aussi sur cette histoire de performance comme entraînement, ou en tout cas comme amélioration. Il y a aussi cette question-là. Par exemple, si une partie est insatisfaisante, il faut pas forcément voir la chose comme le jeu est pas si génial, ou etc. Peut-être qu'il y a aussi l'idée de il faut recommencer. Je suis pas assez bon. Et réessayer. Pas forcément pas assez bon, mais j'ai poussé dans des murs alors que j'aurais pu pousser dans des bonnes directions et me laisser porter. J'ai toujours pas très bien compris ce que c'est que pousser dans les bonnes directions en fait. Mais peut-être que c'est à moi-même de le définir. Ça pourrait être l'histoire des symboles, tu vois, intérieurs par exemple. Ça peut être ça, ou ça peut être peut-être laisser un peu plus tomber la quête, enfin l'objectif principal, le voir plus comme une espèce de prétexte, on va dire entre guillemets, ou d'orientation, de coup de pouce au début, et moins se dire il faut qu'on arrive jusqu'au bout et c'est le plus important. Et alors après le jeu est encore en playtest, donc il est en évolution en fonction des retours. D'ailleurs, je pense que ce podcast-là va permettre de changer des éléments, éventuellement de. Le jeu est encore en playtest. Il me semble. C'est un playtest, oui, absolument. Là, c'est marqué. Parce que c'est vrai que j'en avais pas tranché au départ sur One Shot playtest. Version de travail 0.4. Est-ce que c'est pas le genre de personne qui va mettre 5000 fois son travail à l'ouvrage et jamais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent comme d'un jeu abouti, quoi. Enfin, alors, le jeu est excellent. Moi, de mon point de vue, est déjà fait très très bien pour moi ce qu'il veut faire. Après, il y a encore possibilité d'améliorer, tu vois. C'est pas. Alors, j'avais par rapport à vos retours déjà. Rien que ça. Je peux poser une question, Fabien, avant que tu partes. Ouais, vas-y. Pourquoi est-ce qu'il met son nom sur ce jeu, Félix ?
Parce que théoriquement, en fait, si on veut aller jusqu'au bout de la mort de l'auteur, non, mais ce serait intéressant, tu vois, un jeu qui ne dit pas qui ne met pas son. D'accord, mais enfin, il y a quand même quelqu'un à contacter, tu vois. Il y a quand même une volonté derrière. La mort de l'auteur, c'est pas. Tu sais qu'un playtest, l'objectif, c'est aussi de faire des propositions un peu osées. Mais si on veut être totalement cohérent avec la démarche du jeu en performance, je pense qu'à un moment donné, il faut que les noms des auteurs disparaissent. Alors la mort de l'auteur, c'est pas exactement non plus le jeu en performance. La mort de l'auteur, c'est une réflexion que se fait Félix spécifiquement. Oui, justement, c'est pour ça que je dis pourquoi ne pas, par exemple, à un moment donné, Félix, faire complètement disparaître ton nom pour aller vers le. Et là, je trouverais ça assez beau. Mais en fait, qui tue l'auteur, c'est le lecteur, c'est pas l'auteur lui-même dans le texte de Roland Barthes. Donc en fait, c'est le mal nécessaire de l'écriture, comme on pourrait dire, que d'être auteur à un moment donné, quoi. Enfin bon, c'est des débats. Moi, voilà, c'était une proposition un peu osée, tu vois, ça serait un peu classe, quoi. Sur le jeu, pour revenir à des trucs plus concrets, moi j'avais deux questions qui me restaient encore. Fabien. Il y a un conseil de jeu qui dit exactement, lorsque Image mentionne une clé, donc un symbole, une clé c'est un symbole, elle doit signaler explicitement à Mage que c'en est une. Elle ne joue pas aux devinettes. Donc je répète la phrase en entier. Lorsque Image mentionne une clé, elle doit signaler explicitement à Mage que c'en est une. Elle ne joue pas aux devinettes. Alors ça, je me demande d'où ça vient. Je trouverais plus intéressant. Enfin, je me demande d'où ça vient, en fait, simplement. C'est une bête question de game design. C'est-à-dire, pourquoi, précisément, on ne laisserait pas le symbole à l'interprétation du. En fait, là, l'idée, c'est qu'est-ce qu'un symbole. Voilà. Cette règle-là, du coup, c'est ceci est un symbole. Et pourquoi ne pas laisser. Alors, bon, il y a deux réponses à ça. Je me rappelle pas exactement, j'en avais beaucoup discuté avec Félix à l'époque de cette question-là. Donc il me semble déjà qu'au cours des playtests, il y a des problèmes qui émergeaient, c'était qu'on ne savait pas trop comment construire du sens, avec quel symbole, qu'est-ce qu'était un symbole, qu'est-ce qu'on n'était pas. Et ça faisait des parties encore plus dures, tu vois, à réaliser, tu vois. Quand tu sais exactement quels sont les symboles, tu sais où tu dois creuser. Tu fais ok, c'est ça en fait les enjeux interprétatifs. Ok, ils sont placés là-dessus. Et une réponse un tout petit peu plus théorique, mais ce serait de dire, tu vois où commence un symbole, où finit un symbole. C'est une question de découpage, je dirais linguistique, quoi. Et donc en fait, quand on fait ce découpage-là, on se met d'accord sur le signifiant, c'est-à-dire sur l'arbre mort, pas l'arbre, mais l'arbre mort, c'est le symbole. Et maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que le signifier ? Et c'est ça l'enjeu, en fait, c'est pas en fait, l'enjeu, du coup, ce n'est pas de découper quels sont les symboles, ce qui est déjà un travail dur à faire au cours de la partie, mais quels sont les symboles, finalement, qui répondent pour nous ? En fait, on fait le découpage au préalable, et après, on se pose la question, tous les deux, si on joue, et du coup, comment est-ce qu'on construit cette relation avec un signifié qui n'est pas le signifié littéral d'un arbre mort, mais qui est la renaissance, et je ne sais quoi, tu vois. Tu m'as convaincu à enjeu interprétatif. Je crois que j'ai bien compris une part du fonctionnement du jeu sur enjeu interprétatif, c'est-à-dire arriver à débattre en fait ce que signifie ce qu'on fait. Et donc, pour éviter d'avoir à débattre de quel est le symbole, on va, sur l'opposition signifiant, on va plutôt se poser la question de que signifie le symbole. Okay. Parce que pardon, vas-y. Mais ça amène une deuxième question. Je m'étais fait la réflexion en jouant que la répétition du symbole l'use. Ah, attends, je peux peut-être du coup dire mon truc, ça avait un rapport avec ce que tu disais juste avant. Du coup, c'est juste pour dire que ce qui me semble intéressant dans ce jeu, du coup, comme en termes de système, c'est plus de le voir comme une mécanique de communication en fait entre deux personnes, quoi. Notamment au niveau du symbole, de ce que tu disais, ou de ce que disait Valentin avant en termes de je propose ça, du coup l'autre sait ce que j'attends en partie et du coup peut piocher dedans pour ensuite m'offrir quelque chose d'autre, et une espèce d'aller-retour comme ça en permanence pour que deux esprits en fait rentrent en quelque sorte en communion et produisent quelque chose ensemble et pas juste. C'est une règle de conversation, c'est ça ? Ouais, mais c'est un système de conversationnel en fait. Okay, c'est intéressant ce que tu dis. On en revient à une définition vieille comme le monde du jeu de rôle, c'est marrant. Oui, mais en fait, en linguistique, très rapidement, il y a un tout petit débat, enfin pas un débat, mais il y a deux façons de voir le langage. Soit tu dis c'est une structure oppressive qui te force à faire des énoncés à un moment donné
et par tout un certain une somme de contraintes sociales, locales, etc. Ce serait un système fort, forgien, vraiment dur. Ou alors tu vois le langage comme un ensemble d'outils, les Lego, quoi, qui te donnent une créativité infinie. Et donc, c'est plutôt dans ce cadre-là. T'as vu la manière dont il nous voit. Parce que nous, on fait pas des Lego, nous. Va te faire foutre. Ouais. Je pense que vous faites moins des Lego que peut le faire KF en donnant en fait des outils effectivement de communication. Quoi. Ça marche, Valentin. T'inquiète, on te comprend bien. Fabien. Et donc ma deuxième critique, ou en tout cas dans le prolongement de ça, c'est la répétition du symbole luse. C'est-à-dire que il y a des moments où j'ai fait attention à ne pas utiliser les 3 clés qu'on avait parce que parce que je disais là je trouve à nouveau un objet qui est rouillé, et puis alors là je trouve à nouveau de la pierre bleue, parce qu'au bout d'un moment disons que c'est plus un symbole, ça devient un mème, tu vois, et il y a un petit effet, puisqu'on parlait d'art, il y avait un petit effet Andy Warhol, tu vois, où tu vides un objet de sa force en le répétant à l'infini, tu vois. Alors, c'est pas sûr que répéter un objet à l'infini, ça le vide de sa force. Hein. Par exemple, on sait que si on te répète le nom d'un homme politique 500 fois, tu finis par le trouver sympathique. C'est pour ça que c'est essentiel d'être super présent dans les médias si tu veux te faire élire. Ou de convaincre les gens avec des podcasts de la cellule. Ta question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des éléments de système qui permettent d'éviter ça, ou est-ce que c'est un conseil de jeu que tu Non, c'est juste un constat. Un constat, ouais. C'est juste le constat que j'avais, c'est que avec des symboles aussi clairs, si tu veux, où c'était pas ambigu ce qui était un symbole, avoir le symbole qui revenait, au bout d'un moment, il perdait en quelque sorte de sa force sacrée, tu vois. Il y a deux petites choses à ce sujet. Déjà, Félix avait déjà remarqué ce point. Okay. Et alors, je le cite très rapidement sur son blog, un de ses articles sur le jeu symboliste. Si à la 15e séance de notre campagne, je montre encore une fois que mon personnage est triste et seul en le faisant regarder au ciel, donc c'est la symbolique de je regarde au ciel dont il parle un petit peu avant, qui signifie que l'individu est triste, le résultat va être pauvre. Utiliser 10 fois un symbole de la même manière ne mène pas aux mêmes effets symboliques parce que la répétition finit par l'appauvrir. Ça devient un gimmick au mieux, donc c'est le mot même. C'est parce que, comme souvent en jeu, une part du plaisir du jeu symboliste provient de l'apprentissage et de la découverte. Si je n'ai aucun cheminement mental à faire, aucune reconnaissance à opérer, je m'ennuie et l'effet est faible. Donc ça, c'est ce que dit KF. Et je pense qu'une solution dans la clé des nuages, c'est de surcharger de sens les symboles. Qu'est-ce que ça veut dire surcharger de sens ? C'est pas technique, hein, c'est pas jargonnant, c'est simplement dire l'arbre mort, c'est la renaissance, mais c'est aussi le voyage. Mais qui est-ce qui le dit, ça ? C'est aussi dans le jeu, tu veux dire, ou... Ouais. Qui est-ce qui dit c'est la renaissance, c'est le voyage ? Alors c'est dans la partie que tu vas pouvoir faire des interprétations qui te mènent à penser que l'arbre mort signifie. Est-ce que tu aurais des exemples éventuellement ou... Pardon ? Est-ce que tu aurais des exemples éventuellement, ou est-ce que c'est trop dur à formuler comme ça spontanément ? En fait, des exemples de... justement, de ce que tu dis, c'est-à-dire d'éléments d'incarnation concrète du symbole dans le jeu. Alors, te donner un exemple, je vous parlais des jumeaux tout à l'heure d'une des parties. Au début, ça représentait la dualité, tout bêtement. Ça, du coup, tu le savais comment ? Alors, c'est pour moi, en fait, ça faisait sens. D'accord. Parce qu'il y avait tout un tas d'éléments, de symboles qui se répondaient les uns les autres, des statues, des miroirs dans la fiction, et donc des personnages qui me ressemblaient mais qui n'étaient pas exactement les mêmes. Et donc je me suis dit, ah oui, il y a vraiment pour moi un sens profond lié à la dualité, dans la gémellité. Et donc, on explore ça, on raconte comment ça se passe. Là, je me rends compte qu'il y a vraiment un lien fort avec la mort elle-même, quoi. Le passage de la vie à la mort. Voilà. C'est le doppelganger, quoi. Ouais, le double ça, ouais. Mort. Donc, au début, c'était simplement la dualité, tu vois. Et c'est devenu quelque chose de plus riche, en fait. Qui était une forme de passage de la vie à la mort, mais c'était toujours la dualité, tu vois. Donc il y avait un réseau symbolique qui s'était créé dans lequel j'associais la gémellité à la dualité et au passage de la vie à la mort. Et donc ça faisait sens aussi dans la fiction, parce qu'à un moment donné, je franchis une barrière qui m'emmène dans un autre monde. Et donc est-ce que cette
est-ce que j'étais mort ou pas. C'était des gens qui faisaient des sacrifices humains, et etc. Enfin bon, il y avait tout un ensemble de choses. Donc une solution, c'est de continuer à charger de sens en fait les symboles au fur et à mesure de la partie. Donc c'est un travail intérieur en fait, c'est ça. Ça n'apparaît à aucun. Enfin, il y a rien qui t'y pousse dans la fiction ou dans le système. C'est à toi de bosser pour le faire, ouais. Je pense qu'il y a des incitations très indirectes dans le jeu. Alors je pourrais pas dire lesquelles. C'est un sentiment. Je sens que le jeu me pousse à amplifier la signification des symboles toujours plus en fait. Et je sais pas exactement quand ça va. J'ai pas d'idée. Le principe exploratoire, le fait d'aller à une salle supplémentaire. À chaque fois, il faut mettre du symbole. Donc, soit on s'appauvrit en restant dans la chose, soit on essaye de développer encore, de rebondir. Après, il y a peut-être une petite pression à se dire justement, c'est pauvre. Tu vois. C'est-à-dire j'ai une énigme, je l'ai résolue en chargeant de sens mon symbole d'une certaine manière. Après j'ai une autre énigme qui ressemble un peu. Il n'y a pas de parasitage de conflit en fait. Il n'y a pas de parasitage de défis, de trucs comme ça. Tu vois, dans le sens de ton but est absolument pas de résoudre le truc puisque de toute façon il t'est offert. Tout à fait, exactement. Donc l'enjeu est ailleurs. Et donc l'enjeu, voilà, là tu vas te dire comment est-ce que là maintenant dans cette situation qui est pas exactement la même, il y a ça aussi, tu vois. Il y a une autre épreuve. C'est une autre épreuve. J'ai déjà utilisé mon symbole d'une certaine manière dans une épreuve donnée, dans un contexte donné, qui m'a fait toucher du doigt une interprétation possible du symbole. Là, je suis dans un autre contexte. J'utilise le même symbole, mais je l'utilise différemment. Et donc, peut-être que je vais enrichir encore une fois de sens, enfin de signification, le symbole. Une idée, une hypothèse, je sais pas trop. Mais moi, j'ai ce sentiment en tout cas que c'est une réponse à ta question, Fabien. Plus je t'écoute en fait, et plus j'ai l'impression que j'en ai rien à foutre de la quête en fait. Pas de ce que tu dis, hein, je te rassure. De la quête, tu vois, vraiment. Parce qu'au final, ça me rappelle un des pico-jeux qu'on a fait avec toi, où à la fin, il fallait dire, en gros, il y avait une enquête, et à la fin, il fallait dire, voilà ce que je pense qui s'est passé. Et au final, est-ce que le jeu, il pourrait pas reposer uniquement là-dessus, c'est-à-dire à la fin, voilà, qu'est-ce que tu penses que les symboles représentaient Est-ce que ça pourrait pas être que tu choisis pas de quête, tu sais que tu as une quête, mais toi, en tant que mage, tu dois, à partir de ces symboles, déterminer une quête. Ça, ce serait assez chouette comme manière de faire. Ah, tu vois, au début de la partie ? Voilà. À la fin ? Non, à la fin. C'est-à-dire que au moment où tu arrives à la dernière épreuve, tu dis, ben voilà, en fait, je comprends que ma quête, en arrivant ici, c'était ça, et je l'ai compris à travers les clés que m'a donné l'image. Ça serait cool. Il m'a semblé qu'il a playtesté une version de cet ordre-là. Ouais. Et alors, je me rappelle plus des détails. Il me semble qu'en fait, la quête polarise, en fait, la production de symboles dans une certaine direction. C'est-à-dire que tu vas vers quelque chose avec une quête en tête, et en fait la manière dont tu résous les épreuves va être produite en rapport avec ta quête. Par exemple, moi, ma quête c'était trouver l'au-delà dans la partie sur la gémellité là dont je parlais juste avant. Et donc c'est un élément riche parce qu'il entre en résonance avec les autres, quoi. Et l'autre joueur interprète aussi ça. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a d'autres raisons de game design, tu vois, pour lesquelles la quête est importante pour la dynamique du jeu. Je suis pas sûr de bien me faire comprendre. Je dis bien que non, la quête au début de la partie, tu vois, d'avoir une quête au début de la partie. Okay. Je pense. Et je pense que le fait qu'elle soit tue à l'autre doit aussi avoir ses raisons, à mon avis. Je me rappelle plus exactement pourquoi. Mais parce que j'imagine que si les deux sont au courant, ça va non seulement ça va doublement polariser, quoi. Et au bout d'un moment, on va tuer encore plus les symboles. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce qu'il reste des questions à explorer ou des suggestions ? Moi, j'ai fait le tour. C'est très compliqué. C'est très compliqué en tout cas pour moi, qui n'ai pas fait la partie, et 2, qui ne connaît pas le paradigme dans lequel s'inscrit Félix, de lui donner des conseils tu vois, pour... Je lui ai vaguement proposé de faire disparaître son nom, mais je vois... Parce que, évidemment, faire disparaître son nom, enfin, tout le monde saura que ça reste un jeu de Félix, tu vois. Si demain, l'un d'entre nous fait un jeu et qui choisit de justement ne pas le nommer, tout le monde saura quand même que c'est... tu vois ce que je veux dire ça ne veut pas dire faire disparaître Félix, soyons clairs. Mais la question qu'on peut se poser, c'est... Je ne veux pas d'autres conseils lui donner. Est-ce qu'on joue pas un peu en performance aussi, tu vois ? Tu peux te poser cette question-là à ton niveau, par exemple, quand tu es meneur de jeu. Est-ce que tu te poses pas, parce que de toute façon, tu fais jouer à Sens, tu fais jouer à Vademecum, tes enjeux, ils sont pas de gagner, ils sont pas de...
tu vois, de triompher des obstacles, etc. Ton enjeu, il est de donner un truc cool à donner à tes joueurs. Lis au plus profond de ton cœur. C'est ça, tu verras la performance y est déjà. Effectivement, dans l'article, il y a un exemple dans lequel, je crois, il me semble, il cite le meneur de jeu comme un participant qui est susceptible de très souvent jouer en performance, en fait. Parce qu'il est dans un cadre de représentation et il a un rapport différent aux règles. Voilà, donc il y a toute une réflexion là-dessus aussi, quoi. D'accord. Ok. D'autres questions, les amis? Non, moi j'en ai plein, mais je pense que je les résoudrai pas. Puis ça concerne peut-être plus le jeu en performance que le jeu de Félix. Ah si, moi c'est plus le jeu de Félix m'intéresse bien plus. Mais m'intéresse beaucoup. Moi c'est le jeu en performance là qui me titille. Parce que si tu veux, j'aimerais comprendre ce qu'il essaye de faire et je sens bien qu'il y a quelque chose qu'on a en commun et que, en tout cas, mais j'arrive pas encore à saisir comment prendre vraiment le jeu pour en tirer ce que Valentin arrive à y trouver ou Félix évidemment arrive à y trouver. Valentin, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je voulais aussi dire, donc je pense que le jeu demande une phase d'apprentissage par exemple, juste pour signaler, mais ça semblait assez évident je pense à travers ce qu'on a dit. Ah oui, complètement. Il y a aussi quelque chose que je voulais signaler, c'est un jeu qui a été créé en fait avec un prototype très minimaliste au début. C'était vraiment du crash test, de jeu minimaliste. Et de crash test en crash test, en fait, le jeu s'est étoffé, agrandi, s'est ramifié. Ce qui explique aussi son aspect, de système très. Donc on rappelle, le crash test, c'est le podcast qu'on vous a proposé il y a 2 mois sur les Pico Games, que tu faisais référence aussi, Vivien, tout à l'heure. Donc le jeu a été construit comme ça. J'invite les auditeurs à aller réécouter ce podcast. Il y a un autre jeu d'ailleurs de Comme Martin, il me semble. La clé des songes, si je ne me trompe pas. Non, en fait, c'est une des variantes de la clé des nuages. Oui, c'est ça. C'est un autre jeu au sens de c'est un jeu qui se joue à plusieurs déjà. C'est un jeu qui se joue à plus de 2 et qui se passe dans des rêves cette fois au lieu de jouer des mages. Ouais, c'est une variante quand même assez velue quoi. Ouais. Je sais pas si tu y as joué, Valentin. Non, j'ai pas eu l'occasion encore. Bon, et il parle de 2 autres variantes donc, dans le texte. La clé des profondeurs, sur le thème Lovecraftien. Ouais, je fais une partie de ça. Et la clé du bonheur, contemporain, feel good, happy together de Gaël Sacré, est une bonne inspiration. Le hack Lovecraftien, l'idée c'est de se dire, on essaie de faire en sorte que tout ce qui se passe dans la fiction peut avoir une interprétation réaliste, matérialiste. Ah, d'accord. Tu vois, donc en fait tu peux toujours te dire que tout ça est très logique et tu peux aussi toujours te dire qu'il y a une interprétation symbolique qui te dépasse et qui est métaphysique et horrifique quoi. Et c'est très cool. Très bien Valentin, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, ça va, en tout cas on a fait le tour je crois. Alors dans ce cas on peut conclure ce podcast. Merci à toi de nous avoir amené ce jeu, Fabien, qui dépasse... merci à Félix de me l'avoir fait découvrir quand même, parce qu'il est venu chez moi pour me le présenter. Ah oui, d'accord. C'est du dévouement à son travail, quoi. Merci Vivien de t'être prêté... L'auteur est venu chez toi? Au jeu du naïf. Je croyais qu'il était mort. Félix. Oui, mais c'est quelqu'un qui a découvert. En fait, Félix a découvert dans son grenier le jeu et puis il nous le transmet, tu vois. Un vieux trope. Ouais, c'est ça. Un peu usé, si je puis me permettre. Oh, ça va, vous êtes une merde, quoi. Merci Valentin d'être fait le porte-parole un petit peu de Félix dans ce podcast. Heureusement que tu étais là. Pour nous aider à comprendre. Ça me fait plaisir, j'adore le jeu, donc c'était un plaisir de vous en parler ici. Eh bien, c'est superbe. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien. Bye bye.